Bon voilà, merci d'être venu pour ce meet-up qui marque une étape pour Fame. Parce que si vous ne le savez pas, on a été finalement validé sur la première vague de cluster de l'ICIT Next, qui est donc l'investissement France 2030, monté en fait sur la santé du futur et l'industrie du futur. Donc notre première vague de cluster, elle a été validée en fait en juin 2018. Donc Fame Gélite, je ne sais pas si c'est la partie droite ou la partie gauche. Je ne sais pas si on l'a fait pour les chirurgiens ou si on l'a fait en fait pour ce que ça veut dire vraiment, pour ce que ça veut dire vraiment. Donc c'est un mot de français en fait, voilà, qui veut dire réputation. Fame à la base c'est pas un mot anglais, c'est un mot ancien français en fait. Voilà. Vous aurez appris un truc ce soir. On dit mal famé, mais on disait aussi bien famé en fait. Voilà, on apprenait bien famé. Avant de le nommer ou tu as découvert ça après? Évidemment, puisque je l'ai nommé à cause de ça, et pas du tout à cause de ça, tu imagines bien. Et Jérôme va voir cette vidéo, donc je peux pas dire plus. On s'est inspiré de la discipline Human Factors Engineering, qui n'existe pas en fait en France, qui est la conception des systèmes techniques dans une approche en fait centrée sur l'humain, dans une perspective d'ergonomie cognitive en fait. C'est un peu long en français en fait, hein, ça claque plus en anglais. Human Factors Engineering. En France, ça n'existe pas. On a soit des ergonomes, soit des psychologues qui s'intéressent à la cognition, soit des gens en fait qui sont du côté technologique et qui sont du coup formés en tant qu'informaticiens ou roboticiens. Et puis on a des gens comme Yannick Priy ou moi qui se sont mis à l'interface et qui ont été émargés des deux côtés et qui font de l'interaction humain-machine en fait. Voilà. Mais finalement, la discipline de l'information n'existe pas exactement, alors que n'importe quelle fac américaine va avoir une UFR ou va avoir une formation de Human Factors Engineering. Et donc nous, ce qui était important dans la construction des projets de recherche, et en particulier par rapport à l'historique de ce qui peut être passé dans les laboratoires de sciences et technologies, comme le laboratoire des sciences du numérique, dont vient nous, Yannick, moi et dans Fame, c'est que le point d'ancrage était l'analyse de l'activité. Donc on a remis ce qu'on appelle l'analyse de l'activité, ça a d'autres noms en fait, hein, mais c'est commun à beaucoup de sciences humaines finalement, c'est le fait d'aller observer sur le terrain, voir comment ça se passe. On ne peut pas se contenter d'un expert qui vous dit en fait ça marche pas et voilà comment il faut faire. Il faut aller sur le terrain en fait, aller circonscrire la problématique avec des méthodes scientifiques, observer en fait comment ça se passe pour voir en fait d'où vient exactement le problème, parce que l'expert finalement, même s'il est honnête de bonne foi et qu'il connaît bien son activité, il y a plein de choses qui sont implicites en fait dans ce qu'il fait, et il y a une image aussi qu'il veut renvoyer de son travail, qu'on appelle le travail prescrit, et qui n'est pas forcément de travail réel. Et en allant observer en fait sur le terrain, vous allez voir des choses en fait finalement qu'il a oublié de vous dire, et quand vous allez lui en parler, vous dire ah oui c'est vrai, mais bon ça c'est peut-être j'ai tellement l'habitude que c'est vrai que j'ai pas pensé à vous le dire. Vous allez observer des choses, des interactions des gens, puis vous allez voir l'activité dans son ensemble. Maintenant, dans le système qu'on conçoit, on est rarement en fait sur le geste technique lui-même, on est rarement sur la relation à l'objet technique seul. En fait, on regarde l'activité globalement et l'activité par une équipe, parce que les hôpitaux sont des environnements comme d'autres, hein, mais particulièrement complexes. Après, il y a des tas de méthodes qui viennent de différents domaines. On peut enregistrer, on peut observer, on peut faire de l'autoconfrontation, on peut faire des interviews, on peut faire du talk-aloud, en fait, en demandant aux gens en fait de décrire. Il y a pas mal de choses en fait autour de ça. Et nous, les instruments qu'on utilisait, c'était finalement les étudiants. On finançait des doubles bourses que d'autres clusters ont repris après comme idée. On finançait des doubles bourses en fait côté médical et côté sciences et technologies ou sciences humaines suivant les projets pour aller faire justement ces observations. Et faire ce partage de connaissances. Et ce partage de connaissances des étudiants, c'était le terreau commun finalement qu'il y avait entre on va dire le médecin et le chercheur, le roboticien et le chirurgien, pour arriver justement à se comprendre et parler de nos vocabulaire. Parce que c'est pas le tout de vouloir travailler ensemble. Et c'est un peu notre leçon en fait du coup sur les 5 ans, à travers les projets de Fame, mais à travers nos interactions avec le cluster Elite, qui est beaucoup branché sur l'interdisciplinarité, c'est qu'en fait la bonne volonté suffit pas. En fait, il y a beaucoup d'enjeux à réussir à faire travailler finalement des gens qui sont de mondes très différents de façon efficace ensemble, pour de tas de raisons scientifiques, techniques, logistiques, financières. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux en fait. Voilà. Mais en 2024-2025, on a voulu écrire un projet scientifique legacy un petit peu pour laisser quelque chose de Fame qui serait en fait
autour de quoi? Les technologies médicales, en fait, ou en tout cas les facteurs humains autour de la simulation en santé, la formation en santé, et sinon les technologies médicales, en fait, quels sont les enjeux et comment ça pourrait en fait se développer. Et donc du coup pour ça on a pris 20 personnes, principalement des gens qui avaient déjà participé à des projets FEM, mais pas que, hein, parce que Lisa était avec nous, Corinne était avec nous. Des gens de différentes équipes. On a essayé de prendre une seule personne par équipe, mais on a été chercher en fait différentes équipes dans différents labos et côté médical aussi. Et à travers différents exercices sur un an et demi, on a construit une sorte de rapport scientifique qu'on va éditer à la fin du mois. Voilà. Donc finalement, Fame, c'est qu'un des acteurs qui a essayé d'aider à faire monter la sauce, quoi, améliorer l'entropie des technologies médicales et des recherches en santé côté technologie médicale, côté simulation médicale, en fait, du coup, à Nantes, quoi. On a passé, du coup, un des enjeux, justement, ça a été, et avec Élise, et avec Agathe, et avec Marion, ça aurait été de cartographier, en fait, toutes ces parties prenantes et aussi de se faire connaître et d'interagir, du coup, avec eux. Les événements scientifiques, en fait, finalement, parce qu'un réseau, ça vit beaucoup autour de ça. Et donc, du coup, on a fait des choses les plus générales aux choses les plus scientifiques. C'est-à-dire qu'on a participé une fois au site SPR, on a participé plusieurs fois à la Digital Week. On a fait un Créatech Université, on a participé au Créatech de l'UT, on a porté au début, en fait, avec Élise puis avec Agathe, en fait, on a porté à King House Nantes, qui maintenant, en fait, vit une vie plus autonome, en fait, on l'a porté et financé, en fait, du coup, pendant 2 ans, et on a participé, en fait, à tous ces hackathons. On a fait des choses avec l'Association française d'interaction machine, qui est un groupe de travail, justement, sur IHM et santé, qu'il faut lire comme ergonomie ou facteur humain en santé aussi, justement. Voilà. On a fait des chercheurs, on a organisé pas mal de méthodes, pas 232. 232, c'est le nombre de personnes qu'il y a dans le groupe, même si on n'a jamais eu 232 personnes. On a fait des choses plus scientifiques, comme les journées scientifiques de notre université. On a fait des conférences en 2022-2023, avec d'autres clusters comme Delphi, Elite. Et 2024, on a même organisé Fame avec tous les autres clusters, en fait. C'est un événement encore plus gros. On a fait des choses comme un séminaire de données de santé, sur les données de santé et l'enjeu des données de santé en 2021 pour former les chercheurs du LS2N en fait aux enjeux des données de santé avec le CNRS. On a organisé aussi des événements plus originaux comme les Masterials qu'on a partagés avec Delphi Elite ou nos séminaires où chaque année en fait des titulaires des bourses venaient présenter en fait leurs résultats. Avec le Covid en fait ça s'est fait en groupe restreint en fait au début et on a un peu gardé ce format-là pendant 2 ans. Jusqu'au Master qui est un événement un peu plus vieux. On a évidemment été invité à pas mal de fois, pas mal d'endroits. Bah, du coup, j'ai pas le compte en fait parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. J'ai marqué le séminaire Elite sur l'interdisciplinarité parce que moi, c'est un de ceux qui m'a marqué le plus parce que ça a relevé, ils ont relevé beaucoup d'éléments. On a exposé, on a présenté là-bas et ça a relevé beaucoup d'éléments autour des enjeux d'interdisciplinarité de manière générale. Et avec pas mal d'enjeux aussi ce jour-là qu'on rebondit côté santé, parce qu'Elite a aussi une grosse expérience côté santé, puisqu'en fait c'est un réseau de sciences sociales qui peut aborder n'importe quel type de projet, mais ils ont un historique sur data santé et sur des problématiques de données autour des santé, de la sécurité. Bah, en fait finalement on se rend compte qu'il y a quand même plus de choses, même si on voit bien qu'il y en a qui travaillent en parallèle et qui n'ont pas forcément tout le temps été en fait dans une logique d'interdisciplinarité. On va aller en fait dans le vocabulaire de l'ordre de l'autre, essayer de comprendre ce qu'il fait et on ne sera pas juste dans du pluridisciplinaire où chacun reste dans son domaine. Il y a quand même eu beaucoup d'interdisciplinarité et pour nous les facteurs humains ou l'étude de l'analyse de l'activité, c'est un des éléments en fait qui permettent d'amener entre autres bien sûr cette interdisciplinarité, de faire fonctionner l'interdisciplinarité. En fait, on a un cluster qui est parti de zéro. Donc, par rapport à des clusters qui étaient adossés à des LabEx ou qui avaient déjà 10 ans d'expérience sur d'autres types de formats de groupement scientifique, on n'a pas eu le même effet, on n'a pas eu la même entropie, en fait. Mais je considère qu'en partant de zéro sur le nombre d'actions qu'on a eues, en fait, c'était quand même plutôt efficace. Il faut savoir que le budget de Fame, c'est principalement un coordinateur, enfin une coordinatrice pendant ces 5 ans, et quelques dizaines, en fait, de bourses de master. Les dépenses de Fame, c'est principalement ça. Il y a un peu de fonctionnement, ce que vous mangez ce soir, mais c'est une goutte d'eau par rapport en fait à voilà, c'est 5 femmes années, on appelle normale, 5 humains années.
et aux bourses, en fait, voilà. Vous savez qu'une bourse de Master 2, c'est 600 € par mois pendant 6 mois maximum, hein, c'est la loi. Donc c'est 3600 € maximum pour avoir un Master 2, un peu moins s'il restera longtemps. Voilà. Vous aussi prenez un Master 1 où les stages durent 3-4 mois. Nous, il y a un fondement sur ce qu'on va continuer à faire dans FEM à partir de là, qui est un peu la démarche scientifique, ou c'est un peu le truc dont j'ai parlé au début, qu'on garde en leitmotiv, qui est toujours faire cette analyse de l'activité, et partir de cette analyse de l'activité pour, au-delà d'une problématique qui a été soulevée, en fait, finalement réussir à faire quelque chose, en fait, de circonscrit, qui arrive, en fait, aussi à donner un terreau commun de communication entre les gens qui viennent de mondes extrêmement différents. Donc la suite, ou en commun, elle est à écrire. On peut interagir maintenant si vous voulez qu'on en discute et comment on voit les choses. Avant, Corinne, tu peux peut-être nous parler déjà du DU, parce qu'en fait il y a ton DU en simulation qui a démarré cette année. Oui, donc ça c'était une nouveauté, puisqu'en fait on a vraiment aussi de tous monter en compétences dans la perspective de l'ouverture de la nouvelle fac santé, je crois que c'est en 2031, donc c'est un peu en décalé par rapport au CHU. Et au sein de cette fac santé, on va avoir une magnifique plateforme de simulation de 5000 m². En fait, on va regrouper toutes les typologies de simulation qui sont développées par 10 entités qui développent chacune une expertise. Voilà. Donc, il y a des recommandations, il y a un guide de bonne pratique qui a été réalisé en 2024 sur la pratique de la simulation en santé, qui recommande vraiment une formation des formateurs. Donc, c'est la nouveauté de l'année. On a lancé un DU qui a bien fonctionné. On a 15 médecins qui sont, alors il y a des pharmaciens, il y a un psychiatre, il y a des chirurgiens, voilà, on a toutes les disciplines. Voilà. Seulement des médecins, mais il y aura aussi, bien sûr, on espère aussi des paramédicaux. 15 médecins qui ont bien accroché, donc on les a essayé de les acculturer à tous les aspects de la simulation en santé. Voilà, donc c'est notre première promo. 15 que des Nantais, donc 15, c'est bien. Enfin, je trouve ça très positif. Voilà, l'objectif c'est que on est tous ceux qui pratiquent de la simulation, de la formation utilisant la méthodologie, et au moins une formation courte, voire un DU. Alors les formations courtes pour l'instant, on n'a pas à Nantes, mais on va aussi probablement décliner ça après la mise en œuvre du DU, parce que c'est quand même assez lourd de développer. Oui. Alors, il y a quand même une carte locale à jouer en premier, en fait, pour la suite de FEM, qui est quand même cet incroyable terrain de jeu peut-être pour les entreprises, peut-être pour les chercheurs, ou peut-être pour les projets avec les étudiants, élèves ingénieurs ou fac de médecine. En fait, il y a ce plateau de simulation, en fait. Donc c'est vrai que le Graal pour nous, ce serait que il y ait quelque chose de moins ponctuel. Il y a des étudiants en médecine, des internes en médecine qui sont venus faire des tests de médecine du côté de FEM, en robotique médicale ORL par exemple, ou en impression 3D sur la simulation d'organes. Il y a des élèves ingénieurs qui sont venus qui sont venus au CHU. Enfin, il s'est passé un certain nombre de choses en fait, mais si vous voulez, ça a été un petit peu ponctuel à chaque fois. C'était une personne en fait qui sortait du rang et qui faisait un peu la chose anachronique supportée par son service et avec les accords et ça se passait bien, mais ça a vraiment été ponctuel et parfois pendant cette semaine. Là, c'est vrai que si on arrivait à faire quelque chose, mais une logique où ce soit relativement naturel pour certains internes de venir éventuellement dans la formation de la simulation, peut-être parce qu'ils ont une perspective PEPH, comme certains font par exemple une didactique médicale d'un an ou CHU. Enfin, si ça pouvait aider à rendre plus simple en fait les interactions recherche. On a quand même un certain nombre on a quand même pas mal d'internes en médecine qui est en chirurgie, qui s'orientent sur des sujets de ce type, sans forcément aller ensuite vers un cursus hospitalo-universitaire. C'est pas toujours évident de faire une thèse sur de la recherche clinique, donc c'est parfois sur le plan logistique et surtout contrainte administrative. C'est très intéressant aussi d'un point de vue intellectuel. Donc, je pense qu'il y a un potentiel. Et il y a des idées vraiment innovantes. En fait, dans FEM, il y a eu un projet avec Benjamin Gabory sur les Écosses, sur l'aide à ce que les élèves et les étudiants en médecine puissent s'entraîner par eux-mêmes en fait avec les Écosses et ne soient pas dépendants entièrement
des enseignants de la fac de médecine qui ont été habilités pour ça. Il y a Pierre Potier qui est là sur les outils en fait d'appréhension du diagnostic, par exemple, encore avec cette idée d'avoir des outils qui soient autonomes pour les étudiants, en marge de l'enseignement traditionnel, pour qu'ils puissent s'entraîner par eux-mêmes et progresser en fait. Il y a encore des projets. Ah oui, il y a Hugo Boisaubert qui était venu aussi chez nous. Tout à fait, qui est venu chez nous. Avec il y a encore toujours deux Master 2 qui sont avec nous pour essayer de créer des scénarios de façon automatisée pour nos simulateurs de fidélité en analysant notre base de 500 000 patients à la clinique des données. Donc, ça fait comme ça de multiples interactions et d'idées qui émergent. Donc, l'intérêt de cette plateforme, c'est que ça pourrait être aussi un terrain d'expérimentation dans le sens où, au lieu d'aller faire les observations au bloc opératoire, c'est pas toujours évident, de voir les fonctionnements finalement dans leur activité réelle, on pourra les observer dans une activité simulée qui est quand même extrêmement proche. Et qui peut être instrumentée. Voilà, si vous voulez rapporter de nouvelles technologies ou mettre des capteurs, c'est pas possible au bloc en fait de l'hôpital. Alors qu'en fait, moyennant quand même une préparation dans le fonctionnement du plateau de simulation, dans un avion de simulation, c'est possible. Il y a plus d'enjeu de sécurité des patients. En fait. Là, on est en train de designer cette plateforme pour que ça soit à la fois modulable, parce qu'évidemment, on construit pour les 100 prochaines années, donc c'est parce que va devenir la simulation, peut-être que tout sera devenu virtuel et qu'on n'aura plus besoin de notre plateau. En tout cas, on pourra toujours le transformer en hôpital parce qu'il y a accueillir des patients, parce qu'on est vraiment en train de le construire. Enfin, il y a vraiment une partie qui est vraiment hôpital simulé, c'est-à-dire on va avoir 4 salles de bloc opératoire, une salle de réanimation adulte, pédiatrique, une salle d'accueil d'urgence vitale, on va avoir des salles de consultation, il y a des systèmes d'audio-vidéo, de retransmission, d'analyse, d'enregistrement. Voilà, donc ça va ressembler vraiment de très près à un hôpital. Donc on pourra vraiment observer les professionnels dans un milieu vraiment très proche du réel. Alors pour finir, comme la HAS, je crois, l'autorité de santé. Oui, on a mis un petit peu la pression, je crois que c'est eux qui ont mis un peu la pression au centre de simulation pour avoir une activité scientifique plus développée, globalement. Globalement, si on veut être étiqueté centre de niveau 3, c'est un peu comme les maternités, les centres de simulation, c'est-à-dire vous avez niveau 1, 2, 3, et ça dépend ce qu'on y fait. Dans un centre de niveau 3 qui est le plus élaboré, on y fait tous les types de simulation, du patient simulé à la simulation dite haute fidélité, et on a aussi une activité de recherche. Et de toute façon, il est conseillé d'aller évaluer l'impact de tous nos programmes, et pas seulement d'évaluer la sortie de la session. Nos étudiants sont contents. C'est pas ça, c'est d'aller voir l'impact sur non seulement la qualité des soins, mais aussi en termes patients, la morbidité, la mortalité, donc c'est des critères assez forts. Et aussi maintenant, on va vers la qualité de vie au travail, c'est indice de burn-out, de bien-être, d'efficience personnelle, et c'est tout à fait d'actualité puisqu'on a vraiment besoin de retenir les soignants à l'hôpital. Donc on a intérêt qu'il soit un soignant qui est dans de bonnes conditions de travail va faire mieux son job, et ça va aussi interagir aussi avec la qualité des soins.